Savez-vous que l'Afrique centrale veut lancer sa propre crypto-monnaie? Un document du ministère des Finances du Cameroun nous laisse clairement penser cela. Dans un document d'environ 20 pages, il décrit exactement la notion de crypto-monnaie, ce qui montre que des recherches sont en train d'être effectuées dans ce sens-là. Et pourquoi pas, dans bientôt, on aura une crypto-monnaie dans la zone CEMAC, dans la zone Afrique centrale. Nous allons voir en 3 parties et en détail tout ce que ce document contient là. Et on espère que cela va vraiment aboutir au lancement effectif d'une crypto-monnaie qui pourra aider l'économie de cette zone-là, enclavée pendant beaucoup d'années par le franc CFA. On voit cela par la suite. Comme je l'ai annoncé dès le début, on va diviser cette analyse sur 3 vidéos. Ça évite que la vidéo soit très longue et ennuyeuse. Donc on va faire environ 3 vidéos de 10 minutes pour que ce soit simple et ce soit digeste. Donc on se dirige directement vers le document. Je rappelle que vous trouverez en description de cette vidéo aussi le lien vers ce document là. Vous pouvez le télécharger et faire également vos propres recherches. Moi je l'ai déjà lu et je le trouve extrêmement pertinent, mis à part le fait qu'il y a des avis. On va en discuter avec vous et on pourra voir si ces avis là sont bien ou bien s'ils sont tranchés dans le sens des institutions financières mondiales. Les finances, MINFI, disons de la prévision. Donc je rappelle, la division de la prévision, c'est la division chargée de s'intéresser à tout ce qui va venir dans l'avenir sur le plan des finances. Donc on voit que c'est cette division-là qui est chargée de s'intéresser à la notion de crypto-monnaie. Donc on va aller dans le vif du sujet. Donc on descend, c'est un document de 16 pages exactement. Crypto-monnaie. Donc on voit déjà le logo, c'est bien le Bitcoin, le Litecoin. Donc on comprend que c'est de ça qu'on parle. Donc il y a un sommaire ici. Donc on va rapidement le passer. Ok, donc en introduction, on va s'arrêter sur l'introduction. L'avènement de l'Internet et l'avancée technologique ont fait apparaître de nouvelles formes de signaux monétaires différents des signaux classiques. Donc on va pas quand même tout lire, hein. On va sauter quelques petites parties pour que ce ne soit pas également très long. Selon la Banque européenne, la monnaie virtuelle est définie comme une catégorie de monnaie numérique non réglementée, ok, émise et généralement contrôlée par ses créateurs usés et acceptée parmi les membres de la communauté virtuelle spécifique. Donc, ce qu'il faut déjà dire ici, c'est que la monnaie virtuelle est, comme ils l'ont dit, créée par ses utilisateurs. Donc, on évite ici de mettre un organisme central qui va peut-être imprimer des billets n'importe comment, qui va causer l'inflation, qui va décider de bloquer votre compte n'importe comment. Donc, ici, la monnaie, dans l'aspect théorique, se veut être exclusivement contrôlé par ses émetteurs. C'est-à-dire que personne ne peut, comme il le veut, imprimer des bitcoins ou alors bloquer votre compte bitcoin n'importe comment. Donc certes, il y a des limites dans l'implémentation avec des exchanges, mais globalement, c'est de ça qu'il s'agit. Le contrôle des autorités centrales sur la monnaie, la crise des subprimes de 2007 ainsi que les crises financières qui s'en sont suivies sont des éléments déclencheurs du bitcoin. Donc le bitcoin, qui a été créé en 2009 par Satoshi, ok, est apparu suite à la crise des subprimes. Donc la crise des subprimes, c'est la crise qui a été créée par la mauvaise gestion. Globalement, c'est ça. Vous pouvez faire des recherches pour avoir plus d'éléments dessus ou nous laisser un commentaire. On pourra faire une vidéo sur ça. C'est tout simplement la mauvaise gestion de l'argent par les États qui a causé cette crise financière-là. La mauvaise gestion au niveau des marchés boursiers. Ça a causé cette crise financière-là qui était tout simplement incroyable. Ça a fait bouger le monde, ça a déclenché le printemps arabe dans beaucoup de pays du Maghreb. Donc, cette crise-là a poussé une personne, Satoshi Nakamoto, ou alors une organisation, parce qu'on ne sait pas exactement qui c'est, à lancer ce qu'on a appelé le Bitcoin. Une monnaie totalement contrôlée par ses utilisateurs qui est déflationniste. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer du Bitcoin n'importe comment. Il n'y a que 21 millions de pièces et on ne peut pas créer une pièce de plus. Donc c'est ça qui a en fait amené les gens à... C'est ça qui a amené Satoshi Nakamoto à créer le Bitcoin. C'est le fait qu'il y a eu la crise des subprimes. Donc, en effet, sur la crise, la déchéance à l'égard du système mondial des États-Unis qui protège étant de sauver les banques devient de plus en plus grande. Donc, Erwan Jones déclare à cet effet que la monnaie fiduciaire est considérée par une partie de la population comme propriété d'une élite financière et politique se souciant un peu de l'intérêt général. Et ça se voit, on comprend déjà que la monnaie dans nos pays, surtout en Afrique,
surtout en Afrique, hein, c'est vrai, je dis surtout, mais c'est partout dans le monde, l'élite, les ministres, les présidents, les directeurs généraux, amassent tout l'argent, prennent l'argent des impôts, détournent des fonds publics, impriment l'argent comme ils veulent. Ils font de l'argent ce qu'ils veulent. Ça profite à eux et nous, au bas de l'échelle, on n'en profite pas. Pour avoir juste quelques miettes, tu dois travailler pendant des heures et des heures. Et après, tu arrives sur le marché, on te dit même que ta monnaie ne vaut plus rien parce que le prix est monté extrêmement fort sur le marché. Donc, c'est un constat fait et c'est ça qui a poussé à la création de crypto-monnaies. Donc, on voit ici que l'idéologie principale a été amenée à la création de ces monnaies numériques et chiffrées appelées crypto-monnaies découle d'un mouvement libertarien. Okay, donc c'est un mouvement qui vise à se libérer de ce genre de pratiques-là. De cette considération sont les crypto-monnaies telles que nous les connaissons actuellement. Son avènement a acheté de l'intérêt des investisseurs et le marché des crypto-monnaies s'évalue aujourd'hui à plus de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars. Si on veut ramener ça à nos économies, ça fait 2000 milliards fois 550 donc, ou 600 en dollars selon la valeur du dollar. 2000 milliards fois 600, vous vous faites une idée, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. C'est pour dire que les crypto-monnaies ont un intérêt manifeste. C'est un intérêt qu'on ne peut pas douter de cet intérêt-là dans la communauté. Si quelque chose arrive à avoir ce genre de valeur dans le monde financier, on comprend clairement que c'est quelque chose qui est utile et qui a vraiment une nécessité dans le monde des finances. Donc, ces actifs sont de plus en plus acceptés comme moyen de paiement. On a des pays tels que le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Je rappelle aussi que la RCA l'a fait il y a quelques semaines de cela. En effet, passer de 8,8 milliards de dollars en 2018 à 105 millions de dollars en 2021. Ok, donc, c'est en Afrique. En Afrique, le volume de transactions portant sur les crypto-monnaies a été multiplié par 12 en l'espace de 3 ans. Par 12 en 3 ans. Ça montre à quel point l'intérêt est exponentiel. Par 12 en 3 ans. Donc, cette progression a amené certains États à interdire l'utilisation des crypto-monnaies. Moi, je me dis souvent que ceux qui interdisent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas encore à mesurer, on verra ça par la suite, l'ampleur ou bien l'utilité de ces moyens de paiement-là. Je vais me permettre, entre guillemets, de lancer un truc. Moi, par exemple, je voulais faire une transaction à l'étranger il y a quelques jours. Par les moyens conventionnels, c'est extrêmement difficile. Western Union, on va d'abord te dire que samedi c'est fermé, dimanche tu ne peux pas envoyer, il faut aller lundi, on va te dire que ça va prendre 2 jours avant d'arriver, on va te dire qu'il y a des taxes à payer, pourquoi tu envoies l'argent, il faut remplir tes informations, c'est extrêmement pénible. Pourtant avec la crypto-monnaie, en un clic sur ton téléphone, sur ton application de crypto-monnaie, tu envoies l'argent aux États-Unis, tu envoies l'argent en Chine, tu envoies l'argent où tu veux. Et les frais de transaction sont très minimes. Tu peux envoyer 10 dollars avec juste 6 dollars de frais de transaction suivant l'état de la blockchain. Donc, on comprend déjà qu'il y a un côté utilitaire. Donc, certes, il y a sûrement une réglementation pour empêcher que les gens utilisent ça comme pour blanchir de l'argent, pour empêcher que les gens fuient les impôts avec ça. Mais, très concrètement, on vient de voir un exemple de son utilité au quotidien de la crypto-monnaie. On ne peut pas négliger cette utilité-là parce que ça facilite vraiment énormément les choses, contrairement à l'utilisation des devises conventionnelles. Donc, vraiment, comme je le dis, il s'agit maintenant aux États de voir comment réglementer tout ça. Donc, ce document est vraiment intéressant, on part vraiment en détail. Donc, maintenant, généralité sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, de quoi il s'agit? Tire ses origines, comme on l'a dit, d'un phénomène libertarien. Il était alors question de créer une monnaie qui puisse être utilisée de manière intraçable et fonctionner sans entités centralisées. Bon, le terme intraçable ici n'est pas totalement vrai parce que sur la blockchain, on peut tout tracer. C'est un système pseudo-anonyme. Donc, on ne connaît pas vraiment qui a fait quoi, mais on sait que quelqu'un a fait telle chose. Quelqu'un a donné 50 millions à telle personne, quelqu'un a donné 100 millions à telle personne, il y a eu une corruption. Maintenant, pour savoir qui a fait, c'est un problème. Déjà que ce problème-là ne se limite pas au Bitcoin parce que même avec les entités centrales, si tu veux faire du faux, c'est que si tu ne passes pas par ton propre compte, tu ne passes pas avec ton nom personnel. Donc, on va dire que ce n'est pas vraiment, le terme intraçable ici ne se justifie pas totalement. Certes, il y a des monnaies qui se veulent intraçables, mais dans le sens théorique de la crypto-monnaie même et des monnaies comme le Bitcoin, le terme intraçable est contraire à la nature de la blockchain. La blockchain, c'est plutôt la traçabilité, la transparence complète. Donc, on dit,
David Chum crée DigiTash, forme précoce de paiement électronique cryptographique qui a besoin d'un logiciel utilisateur et des clés pour faire les transactions. Nick Sabon crée le BitGold. Bon, on dit que c'est le précurseur du Bitcoin. Mais maintenant, quelques décennies plus tard, ok, tout ce qu'on a dit là, c'était en 1998-1995. Satoshi publie un livre blanc appelé Bitcoin, ok, et puis Peer-to-Peer Electronic Cash System. Et c'est de là que tout est parti. De cette genèse, les crypto-monnaies encore appelées crypto-actifs sont les actifs virtuels qui reposent sur la technologie appelée blockchain. Dès lors qu'on s'intéresse aux crypto-actifs, la question du processus d'achat en émane naturellement. Donc, pour faire l'achat, on part sur des exchanges, Coinbase, Binance, Kraken ou Bitfinex. Donc, il existe 3 moyens d'obtenir les crypto-monnaies en achetant en utilisant son compte bancaire, proposer des biens ou des services, ou alors en créer. On parle là de minage de crypto-monnaies. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Parce que comme on l'a dit, on veut faire des courtes vidéos pour que ce ne soit pas trop ennuyant. Mais si ça vous intéresse, déjà laissez un commentaire, likez, faites-nous savoir que ça vous intéresse. Et là, on fera la suite un peu plus rapidement où on va vraiment analyser en profondeur ce document-là. Mais déjà, moi, je tiens un coup de chapeau à l'État du Cameroun. Je tiens un coup de chapeau à la CEMAC de s'intéresser à ce genre de choses. Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que nos dirigeants s'intéressent à ce qu'on voit là? Est-ce que nos dirigeants s'intéressent à ce qui est en train de venir? Et avec ce genre de document, si on voit que nos dirigeants s'intéressent, mais je pense qu'ils pourraient être bien entourés, bien mieux entourés et bien mieux conseillés pour pouvoir profiter de ça. Parce que les banques américaines profitent, les banques en Chine profitent de cette révolution-là. Je crois qu'on devrait également se positionner pour ne pas être lésé comme ça a été souvent le cas. Donc sur ce, vous passez une bonne journée et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent c'est le nerf de la guerre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.